Chapitre 3. Germain, le fin laboureur. Oui, j'ai quelqu'un en vue, répondit le père Maurice. C'est une Léonard, veuve d'un Guérin, qui demeure à Fourches. Je ne connais ni la femme ni l'endroit, répondit Germain, résigné, mais de plus en plus triste. Il s'appelle Catherine, comme ta défunte. Catherine? Oui, ça me fera plaisir d'avoir à dire ce nom-là, Catherine. Et pourtant, si je ne peux pas l'aimer autant que l'autre, ça me fera encore plus de peine. Ça me le rappellera plus souvent. Je te dis que tu l'aimeras, c'est un bon sujet, une femme de grand cœur. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle n'était pas laide, fille alors, mais elle n'est plus jeune. Elle a 32 ans. Elle est d'une bonne famille, tout brave gens, et il a bien pour 8 ou 10 000 francs de terre qu'il vendait volontiers pour en acheter d'autres dans l'endroit où il s'établirait, car il songe aussi à se remarier. Et je sais que si ton caractère lui convient, il ne trouverait pas ta position mauvaise. Vous avez donc déjà arrangé tout cela? Oui, sauf votre avis à tous les deux. Et c'est ce qu'il faudrait vous demander l'un à l'autre. En faisant connaissance, le père de cette femme-là est un peu mon parent. Et il a été beaucoup mon ami. Tu le connais bien, le père Léonard. Oui, je l'ai vu vous parler dans les foires. Et à la dernière, vous avez déjeuné ensemble. C'est donc de cela qu'il vous entretenait si longuement. Sans doute, il te regardait vendre tes bêtes et il trouvait que tu prenais bien, que tu étais un garçon de bonne mine, que tu paraissais actif et entendu. Et quand je lui ai dit tout ce que tu es et comme tu te conduis bien avec nous depuis 8 ans, que nous vivons et travaillons ensemble sans avoir jamais eu un mot de chagrin ou de colère, il s'est mis dans la tête de te faire épouser sa fille. Ce qui me convient aussi, je te le confesse, d'après la bonne renommée qu'elle a, d'après l'honnêteté de sa famille et les bonnes affaires où je sais qu'ils sont. Je vois, père Maurice, que vous tenez un peu aux bonnes affaires. Sans doute, j'y tiens. Est-ce que tu n'y tiens pas aussi? J'y tiens si vous voulez, pour vous faire plaisir. Mais vous savez que pour ma part, je ne m'embarrasse jamais de ce qui me revient ou de ce qui ne me revient pas dans nos profits. Je ne m'entends pas à faire des comptes et ma tête n'est pas bonne pour ces choses-là. Je connais la terre, je connais les bœufs, les chevaux, les attilages, les semences, la bâtison, les forages pour tous les moutons, la vigne, le jardinage, le menu profit et la culture fine. Vous savez que ça regarde votre fils et que je ne m'en mêle pas beaucoup. Quant à l'argent, ma mémoire est courte et j'aimerais mieux tout céder que de disputer sur le tien et le mien. Je craindrais de me tromper et de réclamer ce qui n'est pas dû.
Et si les affaires n'étaient pas simples et claires, je ne me retrouverai jamais. C'est tant pis, mon fils, et voilà pourquoi j'aimerais assez que tu me ici une femme de tête pour me remplacer quand je ne serai plus. Tu n'as jamais voulu voir clair dans nos comptes, et tout ça pourrait t'amener de désagréments avec mon fils. Quand je ne serai plus là pour vous mettre d'accord et vous dire ce que vous revient à chacun. Puissiez-vous vivre longtemps, Père Maurice, mais ne vous inquiétez pas de ce qui sera après. Vous, jamais je ne me disputerai avec votre fils. Je me fie à Jacques comme à vous-même, et comme je n'ai pas bien à moi, que tout ce qui me peut me revenir provient de votre fille et appartient à nos enfants. Je peux être tranquille, et aussi Jacques ne voudrait pas dépouiller les enfants de sa sœur pour les siens, puisqu'il les aime quasi autant les uns que les autres. Tu as raison en cela, Germain. Jacques est un bon fils, un bon frère et un homme qui aime la vérité. Mais Jacques peut mourir avant toi, avant que vos enfants soient élevés. Il faut toujours songer dans une famille à ne pas laisser des mineurs sans un chef pour les bien conseiller et régler leurs différends. Autrement, les gens de loi s'en mêlent, les brouillent ensemble et leur font tout manger en procès. Ainsi donc, nous ne devons pas penser à mettre chez nous une personne de plus, soit homme, soit femme, sans nous dire qu'un jour, cette personne-là aurait pu être à diriger la conduite et les affaires d'une trentaine d'enfants, petits enfants, grands et bruts. On ne sait pas combien une famille peut s'accroître, et quand la ruche est trop pleine qu'il faut essaimer, chacun songe à emporter son miel. Quand je t'ai pris pour gendre, quoique ma fille fût riche et toi pauvre, je ne lui ai pas fait reproche de t'avoir choisi. Je te voyais bon travailleur et je savais bien que la meilleure richesse pour des gens de campagne comme nous, c'est une paire de bras et un cœur comme le tien. Quand un homme apporte cela dans une famille, il apporte assez, mais une femme, c'est différent. Son travail dans la maison est bon pour conserver, non pour acquérir. D'ailleurs, à présent que tu es père et que tu cherches femme, il faut songer que tes nouveaux enfants n'ayant rien à prétendre dans l'héritage de ceux du premier lit se trouveraient dans la misère si tu venais à mourir, à moins que ta femme n'eût quelque bien de son côté. Et puis les enfants dont tu vas augmenter notre colonie coûteront quelque chose à nourrir. Si cela retombait sur nous seuls, nous les nourrirons bien certainement, et sans nous en plaindre. Mais le bien-être de tout le monde en serait diminué, et les premiers enfants auraient leur part de privation là-dedans. Quand les familles augmentent outre mesure, sans que le bien capital augmente en proportion, la misère vient. Quelque courage qu'on y mette, voilà mes observations, Germain. Pèse-les et tâche de te faire agréer la veuve Guérin.
car la bonne conduite et ses écus apporteront ici de l'aide dans le présent et de la tranquillité pour l'avenir. C'est dit, mon père, je vais tâcher de lui plaire ce qu'il me plaise. Pour cela, il faut la voir et aller la trouver. Dans son endroit à Fourche, c'est loin d'ici, n'est-ce pas? Et nous n'avons guère le temps de courir dans cette saison. Quand il s'agit d'un mariage d'amour, il faut s'attendre à perdre du temps, mais quand c'est un mariage de raison entre deux personnes qui n'ont pas de caprice et savent qu'ils veulent, c'est bientôt décidé. Si demain samedi, tu feras ta journée de labour un peu courte, tu partiras dans les 2 heures après le dîner, tu seras à Fourche. À la nuit, la lune est grande dans ce moment-ci. Les chemins sont bons et il n'y a pas plus de 3 lieues du pays. C'est près du Magnier. D'ailleurs, tu prendras la jument. J'aimerais autant aller à pied par ce temps frais. Oui, mais la jument est belle et un prétendu qui arrive aussi bien monté à meilleur air. Tu mettras tes habits neufs et tu porteras un joli présent de gibier au père Léonard. Tu arriveras de ma part, tu causeras avec lui, tu passeras la journée du dimanche avec sa fille et tu reviendras avec un oui ou un non lundi matin. C'est entendu, répondit tranquillement Germain. Et pourtant, elle n'était pas tout à fait tranquille. Germain avait toujours vécu sagement, comme vivent les paysans laborieux. Marié à 20 ans, il n'avait aimé qu'une femme dans sa vie, et depuis son veuvage, il n'avait ri et folâtré avec aucune autre. Elle avait porté fidèlement un véritable regret dans son cœur. Et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père, mais le beau-père avait toujours gouverné sagement la famille. Et Germain, qui s'était dévoué tout entier à l'œuvre commune, et par conséquent à celui qu'il a personnifié au père de famille, Germain ne comprenait pas qu'il eût pu se révolter contre de bonnes raisons contre l'intérêt de tout. Néanmoins, il était triste. Il se passait peu de jours qu'il ne plaira sa femme en secret, et quoique la solitude commençât à lui peser, ils étaient plus effrayés et formaient une union nouvelle que désireux de se soustraire à son chagrin. Il ne disait vagement que l'amour peut le consoler en venant le surprendre, car l'amour ne console pas autrement. On ne le trouve pas quand on le cherche, il vient à nous quand nous ne l'attendons pas. Ce froid projet de mariage que lui montrait le père Maurice, cette fiancée inconnue, peut-être même tout ce bien qu'on lui disait de sa raison et de sa vertu lui donnait à penser, et il s'en allait songeant comme songent les hommes qui n'ont pas assez d'idées pour qu'ils se combattent entre elles, c'est-à-dire ne se formulant pas à lui-même de belles raisons de résistance et d'égoïsme, mais souffrant d'une douleur sourde et ne lutte pas contre un mal qu'il fallait accepter. Cependant, le père Maurice était rentré à la maîtrerie, tandis que Germain
entre le coucher du soleil et la nuit, occupait la dernière heure du jour à fermer les brèches que les moutons avaient faites et la bordure d'un enclos voisin du bâtiment. Elle relevait les tiges d'épines et les soutenait avec des mots de terre, tandis que les grives babillaient dans le buisson voisin et semblaient lui crier de se hâter, curieuses qu'elles étaient de venir examiner son ouvrage aussitôt qu'il serait parti. Chapitre 4. La Guillette. Le père Maurice trouva chez lui une vieille voisine qui était venue causer avec sa femme tout en cherchant de la braise pour allumer son feu. La mère Guillette habitait une chaumière fort pauvre à 2 portées de fusil de la ferme, mais c'était une femme d'ordre et de volonté. Sa pauvre maison était propre et bien tenue, et ses vêtements rapissés avec soin annonçaient le respect de soi-même au milieu de la détresse. « Vous êtes venu chercher le feu du soir, mère Guillette, lui dit le vieillard. Voulez-vous quelque autre chose? Non, père Maurice, répondit-elle. Rien pour le moment. Je ne suis pas quimandeuse, vous le savez. Je n'abuse pas de la bonté de mes amis. C'est la vérité aussi, vos amis sont toujours prêts à vous rendre service. J'étais en train de causer avec votre femme, et je lui demandais si Germain se décidait enfin à se remarier. Vous n'êtes point une bavarde, répondit le père Maurice. On peut parler devant vous sans craindre les propos. Ainsi je dirai à ma femme et à vous que Germain est tout à fait décidé. Il part demain pour le domaine de Fourche. À la bonne heure, s'écria la mère Maurice. Ce pauvre enfant, Dieu veille qu'il trouve une femme aussi bonne et aussi brave que lui. Oh, il va à Fourche, observa la Guillette. Voyez comme ça se trouve. Cela m'arrange beaucoup, et puisque vous me le demandiez tout à l'heure, si je désirais quelque chose, je vais vous dire, père Maurice, en quoi vous pouvez m'obliger. Dites, nous sommes à votre service. Je voudrais que Germain prît la peine d'emmener ma fille avec lui. Oui donc, à Fourche? Non, pas à Fourche, mais aux Ormeaux, où il va demeurer le reste de l'année. Comment dit la mère Maurice que vous vous séparez de votre fille? Il faut bien qu'il entre en condition et qu'il gagne quelque chose. Ça me fait assez de peine et elle aussi. La pauvre âme, nous n'avons pas pu nous décider à nous quitter à l'époque de la Saint-Jean, mais voilà que la Saint-Martin arrive et qu'il trouve une bonne place de bergère dans la ferme des Ormeaux. Le fermier passait l'autre jour par ici en revenant de la foire. Il vit ma petite Marie qui gardait ses 3 moutons sur le communal. Vous n'êtes pas guère occupée, ma petite fille, qu'il lui dit. Et 3 moutons pour une bergère, ce n'est guère. Voulez-vous en garder 100? Je vous emmène. La bergère de chez nous est tombée malade. Elle retourne chez ses parents. Et si vous voulez être chez nous avant 8 jours, vous aurez 50 francs pour le reste de l'année jusqu'à la Saint-Jean. L'enfant a refusé, mais il n'a pu se défendre de songer de me le dire lorsqu'en rentrant le soir, il m'a vu triste et embarrassé
de passer l'hiver qui va être rude et long, puisqu'on a vu cette année la grue et les oies sauvages traverser les airs un grand mois plus tôt que nos coutumes. Nous avons pleuré toutes deux, mais enfin le courage est venu. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester ensemble puisqu'il a à peine de quoi faire vivre une seule personne sur notre lopin de terre. Et puisque Marie est en âge, la voilà prend 16 ans, il faut bien qu'il fasse comme les autres, qu'il gagne son pain et qu'il aide sa pauvre mère. Mère Guillette, dit le vieux laboureur, s'il ne fallait que 50 francs pour vous consoler de vos peines et vous dispenser d'envoyer votre enfant au loin, vrai, je vous les ferai trouver, quoique 50 francs pour des gens comme nous, ça commence à peser. Mais en toute chose, il faut consulter la raison autant que l'amitié. Pour être sauvé de la misère de cet hiver, vous ne le serez pas de la misère à venir, et plus votre fille tardera à prendre un parti, plus il vous aurait de peine à vous quitter. La petite Marie se fut grande et forte, et elle n'a pas de quoi s'occuper chez vous. Elle pourrait y prendre l'habitude de la finaniste. Or, pour cela, je ne le crains pas, dit la Guillette. Marie est courageuse autant que fille riche et à la tête d'un gros travail puisse l'être. Il ne reste pas un instant les bras croisés. Et quand nous n'avons pas d'ouvrage, il nettoie et frotte nos pauvres meubles qu'il rend clairs comme des miroirs. C'est un enfant qui vaut 100 pesants d'or, et j'aurais bien mieux aimé qu'elle entrât chez vous comme bergère que d'aller si loin, chez des gens que je ne connais pas. Vous l'auriez prise là, sans Jean, si nous avions su nous décider. Mais à présent, vous avez tout loué, tout votre monde, et ce n'est pas qu'à la Saint-Jean que l'autre année que nous pourrons y songer. Et j'ai consent de tout mon cœur, Guillette. Cela me fera plaisir, mais en attendant, il faudra bien d'apprendre un état et de s'habituer à servir les autres. Oui, sans doute, le sort en est jeté. Le fermier des Ormeaux l'a fait demander ce matin. Nous avons dit oui. Et il faut qu'elle parte. Mais la pauvre enfant ne sait pas le chemin, et je n'aimerais pas à l'envoyer si loin toute seule, puisque votre Jean va à force de main, il peut bien l'emmener. Il paraît que c'est tout à côté du domaine où il va, à ce qu'on m'a dit, car je n'ai jamais fait ce voyage-là. C'est tout à côté, et mon gendre la conduira, cela se doit. Il pourra même la prendre en coup sur le jumet, ce qui ménagera ses souliers. Le voilà qui rentre pour souper. Dis-moi, Germain, la petite Marie à la mère Guillette s'en va berger aux Ormeaux. Tu la conduiras sur ton cheval, n'est-ce pas? C'est bien, répondit Germain, qui était soucieux, mais toujours disposé à rendre service à son prochain. Dans notre monde, à nous,
pareille chose ne viendra pas à la pensée d'une mère de confier une fille de 6 ans à un homme de 28, car Germain n'avait réellement que 28 ans, et quoique, selon les idées de son pays, il passa pour vieux au point de vue du mariage, et il était encore le plus bel homme de l'endroit. Le travail ne l'avait pas creusé et flétri comme la plupart des paysans qui ont 10 années de labourage sur tête. Ils étaient de force à labourer encore 10 ans sans paraître vieux. Et il eût fallu que le préjugé de l'âge fût bien fort sur l'esprit d'une jeune fille pour l'empêcher de voir que Germain avait le teint frais, l'œil vif et bleu comme le soleil de mai, la bouche rose, des dents superbes, le corps élégant et souple comme celui d'un jeune cheval qui n'a pas encore quitté le pré. Mais la chasteté des mœurs et d'une tradition sacrée dans certaines campagnes éloignées du mouvement corrompu des grandes villes. Et entre toutes les familles de Belair, la famille de Maurice était réputée honnête et servant la vérité. Germain s'en allait chercher femme. Marie était une enfant trop jeune et trop pauvre pour qu'il songeât dans cette vue, et à moins d'être un sans cœur et un mauvais homme, il était impossible qu'il eût une coupable pensée auprès d'elle. Le père Maurice ne fut donc nullement inquiet de lui voir prendre en croupe cette jolie fille. L'aguillette eût cru lui faire injure si il lui eût recommandé de la respecter comme sa sœur. Marie monta sur la jument en pleurant après avoir 20 fois embrassé sa mère et ses jeunes amis. Germain, qui était triste pour son compte, quand il s'est d'autant plus à son chagrin, et s'en alla d'un air sérieux, tandis que les gens du voisinage disaient adieu de la main à la pauvre Marie sans songer à mal.